Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix responsables, c'est tous les mercredis avec des thématiques avec Philippe David qui sont toutes diverses et variées. Et ce soir, Gabriel Attal qui s'engage à réparer l'école avec de grands chantiers pour cette rentrée 2023. Ce soir, Carole Grandjean est avec nous, ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Madame la ministre, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Près de 12 millions d'élèves, en tout cas, vont faire leur rentrée. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale a présenté sa vision radicalement axée sur la transformation. L'école se prépare donc à vivre des chantiers ambitieux pour garantir un avenir prometteur à la jeunesse française. C'est une réforme profonde qui touchera aussi le lycée professionnel avec 12 mesures fortes et concrètes qui conduiront les établissements et les élèves à être mieux accompagnés. Philippe. Oui, on va faire un grand état des lieux de l'école avec nos autres invités. Laurent Zamekowski, vice-président et porte-parole de la PEP, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Bonsoir. Bonsoir. Et Igor Garnkarzik, secrétaire général du SNU-PDEN-FSU, syndicat national unitaire des personnels de direction, fédération syndicale unitaire et principal de collège à Caen. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de tout, des propositions du ministre, du niveau scolaire de nos élèves, de la restauration de l'autorité, la lutte contre le décrochage scolaire. Bref, un grand tour d'horizon. Cécile. Absolument, on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix responsables. Et vous Les vraies voix Sud Radio. Et c'est une réforme qui, je le disais, va concerner à peu près un peu moins de 12 millions d'élèves. Madame la ministre, merci d'être avec nous ce soir. Il y a dans cette réforme l'école, mais aussi le lycée professionnel. Très longtemps en mauvaise image. Et là, les choses ont tendance à changer. Il faut aujourd'hui revaloriser les lycées professionnels et surtout donner envie et que ce lycée professionnel devienne finalement un choix. Absolument. Écoutez, avec Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous travaillons tous deux à ce que l'ensemble du parcours scolaire soit le plus réussi possible, que nous élevions le niveau scolaire des jeunes et depuis les plus petites classes, et évidemment pour que ça ait une incidence sur les adolescents et notamment leur orientation en voie professionnelle. Aujourd'hui, c'est un tiers de lycéens qui sont en lycée professionnel. Ouais. Ce sont des voies d'excellence et ce sont le plus souvent les métiers d'avenir qui sont dans formation dans ces voies-là. Il s'agit donc pour nous de restaurer la confiance et de ces jeunes et des familles pour que cette voie-là soit une vraie voie de choix. Et les enseignants aussi peut-être. Absolument, on travaille avec eux et ils sont pleinement engagés. Déjà, vraiment, je salue leur engagement et je vois aussi que pour eux, c'est une rentrée importante parce que c'est la première rentrée de cette réforme des lycées professionnels. Il y a beaucoup d'interrogations encore. C'est une rentrée, une pré-rentrée qui va être aussi l'occasion de répondre à un certain nombre de questions et de les mobiliser vers cette réforme pour la réussite de tous ces jeunes. On va faire parler déjà de la rentrée des classes avec vous trois parce que c'est quand même l'actu chaude, c'est dans quelques jours. Quelle est la situation, Madame la ministre, à quelques jours de la rentrée des classes? L'état des lieux. L'état des lieux. Parce que là, il était temps de faire quelque chose. C'est l'état des lieux entrant. Écoutez, on est prêts. Je crois que les chefs d'établissement sont prêts avec des pré-rentrées qui donc sont organisées dans chacun des établissements, des enseignants qui vont être réunis pour préparer finalement le projet, avec une volonté aussi de travailler aussi sur la méthode pour qu'il y ait aussi une méthode de plus de proximité, de territorialisation. Donc on va lancer le Conseil national de la refondation vraiment à l'échelle des établissements pour qu'ils puissent avoir des projets d'établissement. Et puis on va encore une fois lancer cette réforme des lycées professionnels dans leur concret et dès cette rentrée sur de la gratification des stages qui sont prêts à être déployés pour tous les jeunes, mais également des dispositifs de lutte contre le décrochage dès cette rentrée parce que je souhaite que chaque lycéen professionnel qui a été diplômé en juin dernier, s'il n'a pas de solution ni d'emploi ni de poursuite d'études, soit rappelé par l'établissement, réintégré par l'établissement, rappelé par l'établissement pour qu'il ne soit pas sans solution. Et puis un dispositif qui m'est cher, c'est aussi de dédoubler les heures de français et de maths pour qu'on travaille sur le niveau scolaire de ces jeunes pour qu'ils aient plus de perspectives et plus de choix demain. Et puis un bureau des entreprises, cette rentrée, dans chacun des lycées professionnels, il y aura un chargé de relations entreprise qui fera donc le lien entre l'école et l'entreprise. Et on a déjà recruté quasiment 100% des chargés de relations entreprises. Ah, bravo. Igor Garnkarzik, vous êtes secrétaire général du SNU, PDEN, FSU et principal de collège à Caen. Alors l'an dernier, il manquait 4000 enseignants à la rentrée. Il en manquait un peu moins de 3200 en juillet. Est-ce que tous les postes seront pourvus dans les jours à venir ?
C'est une situation encore compliquée cette année. De par de l'absence de recrutement suffisant, sur lequel on aura certainement à revenir, parce que le ministre a insisté sur les remplacements de courte durée, qui sont effectivement une question importante. Mais il y a aussi la question du recrutement des enseignants, il y a aussi la question du remplacement des absences de longue durée, il y a la question des nominations, il y a la question du nombre de postes administratifs pour assurer une bonne gestion de l'ensemble de ces moyens. Donc une rentrée qui va être encore compliquée sur le plan des moyens humains. Une rentrée également qui va être compliquée par la mise en place du pacte enseignant, avec une revalorisation qui a déçu beaucoup de monde, bien que effectivement la part fonctionnelle de l'ISO, la part standard, soit augmentée pour l'ensemble des enseignants. Mais ensuite, les missions du pacte se traduisent par une surcharge de tâches pour les enseignants, qui ont déjà pour beaucoup d'entre eux une... Vous êtes là ? Vous êtes là ? Pardon. Oui, je reviens. Hop. Oui, je reviens. Vous étiez parti, oui. On le voit, il n'était pas parti manger un sandwich ou un truc comme ça. C'était l'heure de l'apéro, c'est pour ça. Ça pouvait être vrai. On va revenir à vous, Laurent Zamekowski. Vous êtes président et porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Vous avez, j'imagine, entendu et le président de la République au mois d'août et le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Qu'est-ce que ça... Voilà, on parle de changement, de modification. On sent que les choses, on les prend à bras le corps. Comment vous ressentez ces propositions ? Alors on est très proche du micro, s'il vous plaît. On est très content que le gouvernement justement prenne la question de l'éducation à bras le corps. Ça avait déjà été le cas. Il y a une montée en puissance. Il y a eu un petit, on va dire, on a senti un petit relâchement. Et là, tout d'un coup, on sent que. Et donc, on a beaucoup d'espoir dans le travail qu'il va être possible de faire avec le nouveau ministre. Donc, mais néanmoins, on a quand même une situation qui est quand même pas simple, comme Monsieur vient de dire. Les recrutements sont pas encore là. Il faut pouvoir redonner envie aux gens d'aller vers la carrière d'enseignant. Et donc aujourd'hui, notre inquiétude, elle est de savoir si tous les postes sont pourvus pour nos enfants, s'ils auront bien tous leurs profs à la rentrée. Carole Grandjean, parlons vrai. C'est écrit dans le studio de Sud Radio. Parle vrai. Oui. Les pénuries d'enseignants, on recrute même maintenant des enseignants qui ont échoué au concours. Est-ce que c'est pas inquiétant pour le niveau qu'ils vont avoir pour enseigner à nos enfants ? Alors, on a démultiplié effectivement les voies de recrutement pour que nous ayons moins de postes vacants à cette rentrée. L'effet est là. On a effectivement encore des postes vacants et une volonté évidemment de les pourvoir, avec cet enjeu-là d'avoir des professeurs de qualité pour être devant les élèves en nombre suffisant, mais aussi fidélisés parce qu'ils sont heureux de venir exercer ce métier. Il s'agit au-delà de la revalorisation salariale qui a été faite, et elle est importante parce que pour tous, il y a une revalorisation entre 125 € et 250 € par mois minimum. C'est un socle auquel peut s'ajouter du variable et des missions supplémentaires et donc de la revalorisation supplémentaire. Il s'agit néanmoins de travailler aussi sur les conditions de travail, et Gabriel Attal, devant les recteurs en Sorbonne, rappelait que probablement aussi les candidats au métier d'enseignant auront envie d'avoir des modalités de parcours professionnel qui leur permettront de peut-être s'engager sur des parcours de vie de 10 années d'exercice professionnel. Il faut qu'on repense au fond la gestion RH des enseignants qui peut-être ne voudront pas faire ça pendant 45 ans, et il faut aussi qu'on s'ajuste et que notre modèle s'ajuste à ces réalités nouvelles de la société qu'on trouve dans toutes les entreprises, dans tout le secteur privé, mais qu'on trouve aussi maintenant dans la fonction publique et notamment dans l'éducation nationale. On voyait que l'éducation nationale était finalement un couvercle sur ces écoles. Gabriel Attal a dit qu'aujourd'hui c'était à l'éducation nationale de se mettre au service des élèves, et ce qui veut dire aussi et des enseignants. C'est-à-dire que là, ça va véritablement changer. C'est-à-dire que pour tous les enseignants qui nous écoutent, on peut se dire que enfin les promesses vont devenir des réalités. Alors écoutez, des promesses, elles ont été engagées, elles sont même tenues. On a augmenté le budget de l'éducation nationale comme jamais, avec des investissements aussi très forts sur des moyens pédagogiques, sur du dédoublement de classes, sur de la scolarisation pour tous dès les petites classes. Leurs fruits, visiblement. Exactement. Et pour la première fois, on a des effets sur le niveau scolaire. Les études PISA montrent que chez nous, les élèves
monte en niveau, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens. On peut avoir ça évidemment comme boussole. Nous devons encore faire mieux et nous devons pour cela continuer à investir dans l'éducation nationale et continuer à accompagner les conditions de travail des enseignants, mais pas uniquement sur la partie rémunération, mais aussi sur l'ensemble des aspects RH, bien sûr, d'un parcours professionnel. Igor Garkarzik, pour parler RH, l'an dernier, on avait fait des recrutements un peu Tinder, vous me passerez l'expression, on téléphone, on est convoqué, on passe un entretien d'embauche. Ça match. 3 jours de formation ou 4 jours de formation emballé, c'est pesé. Vous avez eu ce type d'enseignants, et est-ce qu'ils vous ont donné satisfaction, vous en tant que chef d'établissement, et est-ce qu'il y en a qui vont continuer dans l'année qui commence dans quelques jours? Oui, tout le monde a connu ce type de recrutement qui ne peut pas donner satisfaction sur le fond, parce que être enseignant, c'est un véritable métier, bien évidemment, c'est une formation. Donc on ne peut que remercier l'ensemble de ces personnels qui sont engagés dans des conditions très souvent difficiles. Être face à une classe de 30 élèves avec des niveaux extrêmement différents, avec une formation, c'est déjà pas simple, mais sans formation, c'est encore plus difficile. Donc bien évidemment, on a connu ces situations, certaines d'entre elles perdurent, mais la question qui est celle de fond, c'est comment redonner une véritable attraction au métier d'enseignant. Oui, et pour ça, je crois qu'il y a plusieurs orientations qui sont indispensables. Premièrement, c'est qu'il y ait une visibilité sur ce que deviendra ce métier d'enseignant, une visibilité claire. Et certains discours interrogent lorsqu'on entend M. le Président de la République qui déclare l'an dernier, et comme on a entendu en introduction, que les projets établissements n'existaient pas, par exemple. Bien évidemment que les projets établissements existent, qu'ils sont mis en œuvre. Lorsqu'on a des interrogations sur l'évolution du collège, lorsqu'on a des interrogations sur l'évolution du lycée et le décalage des épreuves de spécialité en son témoignage. Ça fait 5 ans qu'on dit que ces épreuves ne peuvent pas fonctionner en mars, et effectivement, il faut attendre 5 ans pour qu'on arrive à quelque chose de raisonnable. Donc, la question centrale, ça va vraiment être le métier de l'enseignant, les conditions d'exercice qui se sont compliquées tout au long de ces années. Le retour aux 2 heures supplémentaires imposées, par exemple, amène des services de 20 heures pour des enseignants, plus devoirs faits, plus l'ensemble des réunions sur lesquelles on entend aujourd'hui qu'il faudrait que ces réunions soient en dehors du temps scolaire. Voilà, donc il y a un accroissement des difficultés d'exercice du métier qui effectivement ne peut qu'interroger des jeunes qui s'engagent dans cette voie. Vous restez avec nous, on posera la question à Laurent Zamekowski, vice-président et porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. On vous souhaite la bienvenue et merci beaucoup de votre fidélité aux vraies voix de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Nous n'avons pas la prétention de faire bouger la France, mais un petit peu quand même, parce qu'on aborde des sujets avec j'ai envie de dire avec joie, bonne humeur, en tout cas des sujets qui sont très intéressants et très très importants pour nous, puisque là on parle de l'école, bien entendu. On va revenir sur toutes les propositions qui ont été faites par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui veut s'engager justement à réparer cette école et à faire un grand chantier à partir de cette rentrée de 2023. Et pour en parler ce soir, nos invités, d'abord Madame la ministre, Carole Grandjean, en tout cas merci d'être avec nous. Vous êtes ministre déléguée de l'enseignement et la formation professionnelle. Et puis nos invités aussi qui sont avec nous, Laurent Zamekowski, qui est vice-président et porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public, et Igor Garkarzik, secrétaire général du syndicat national unitaire des personnes de direction, fédération syndicale unitaire, c'est le titre le plus long du monde, et principal de collège à Caen. Et on posait une question tout à l'heure et on avait envie d'avoir l'avis des parents d'élèves. On va reposer la question. L'an dernier, on avait recruté, vous passerez de l'expression un peu à la va-vite, des enseignants. Est-ce que ça a posé des problèmes pour les parents d'élèves dans certains établissements où parfois ça s'est peut-être très bien passé, soit dit en passant, hein. C'était choquant, mais dans certaines académies, c'est déjà malheureusement le cas depuis longtemps. Ça a été choquant parce qu'on en arrive au point où on n'en est plus à mettre un enseignant devant les élèves, mais de mettre un adulte. Tout simplement. On vous demande quoi? On vous demande d'avoir un casier judiciaire vierge et d'avoir un bac +3 ou +4 en fonction de si vous soyez dans le primaire ou le secondaire.
Donc c'est inquiétant pour les parents. Après, il faut pas non plus avoir aussi une vision des contractuels réductrice. Il y a des gens qui ont une vocation, ils ont certes pas eu la formation, et qui sont très compétents. Ils peuvent être très bien. Et à l'inverse, quelqu'un qui a eu la formation et qui peut être aussi peut-être un peu aigri par son métier ou sa vie, mais c'est mieux etc. que la chaise vide en fait. Donc c'est pas forcément. Enfin, bien sûr, c'est mieux que la chaise vide, mais on peut pas non plus se contenter de simplement mettre des gens comme ça devant. Il faut pouvoir. Et je dirais, là, on parlait des concours, des gens qui ont échoué au concours qui vont être pris quand même. Bah, c'est pas si on les accompagne et qu'on les forme, on peut justement arriver à faire des bons enseignants. Et donc, il faut aller dans ce sens-là et les former et les accompagner. Et Carole Grandjean, est-ce que dans tous ces personnes qui sont venues en remplacement, on a créé finalement des vocations? Alors, certainement. Déjà, je voudrais rassurer nos auditeurs et évidemment les parents qui écoutent cette émission. Fort heureusement, ces entretiens de recrutement étudient quelque part le parcours des candidats et démontrent que dans le parcours du candidat, il y a capacité à pouvoir être devant cette classe et à dispenser un enseignement dans telle ou telle matière. On sent l'ancienne des RH qui parle. Vraiment, je me permets d'insister tout de même là-dessus parce que je pense qu'on pourrait avoir énormément de familles inquiètes. Et au-delà de ça, effectivement, on suscite des vocations. Et deux, on peut aussi avoir des personnes qui ont raté un examen et qui pour autant ont de vraies capacités et qui peuvent être confortées dans le projet et retenter un projet derrière. Il s'agit vraiment pour nous d'aller travailler sur un parcours de formation pour fidéliser les bons enseignants qu'on pourrait identifier par cette voie-là. Il s'agit aussi vraiment pour nous de mieux organiser encore une fois le remplacement et de courte durée mais aussi de longue durée parce qu'il y a aussi ces remplacements-là à effectuer et derrière ces absences de courte durée, on a effectivement une organisation et c'est ce sur quoi Gabriel Attal a insisté, une organisation de notre part à mettre en œuvre parce que 50% des absences qui sont courtes dans notre système éducation nationale est liée directement à notre organisation, des formations, des réunions, etc. qui génèrent l'absence devant l'élève et évidemment c'est un sujet. Et Igor Gankarzik, comment Gabriel Attal a parlé des savoirs dans sa conférence de presse? Il en avait parlé aux 20h de TF1 d'ailleurs. On en parle depuis longtemps d'ailleurs. Oui, quand on voit la chute de la France dans les classements PISA et TIMSS pendant longtemps, là ça frétille un petit peu dans le bon sens. Le ministre a d'ailleurs rappelé qu'entre 95 et 2018, les élèves ont perdu 1 an de niveau. Comment expliquer la crise des savoirs dans l'enseignement en France? Vous qui êtes chef d'établissement donc sur le terrain. La crise des savoirs, elle est d'abord à relativiser. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'état de notre jeunesse, il y a effectivement un certain nombre de savoirs sur lesquels, indubitablement, le niveau est en légère de nos jeunes, ça fait beaucoup plus de choses aussi. Donc, Vous nous entendez? Il y a un problème. On va Madame remettre la les ministre, justement sur ce décrochage scolaire, enfin il y a les problèmes effectivement de savoir, mais il y a aussi les décrochages scolaires. Vous mettez aussi en place pas mal de choses pour lutter contre ça, parce qu'aujourd'hui il y a quand même les chiffres sont assez édifiants et il va falloir les faire revenir sur les bancs de l'école. Quelles sont vos propositions aujourd'hui sur ce sujet? Au-delà de l'immense chantier sur les savoirs fondamentaux qui sont donc déployés sur l'ensemble des niveaux et avec cette volonté de renforcer le niveau, notamment sur les maths et le français pour les élèves à tout niveau, parce qu'on voit aussi que le décrochage du niveau scolaire se fait souvent au collège et sur ce moment de fragilité post-6e, j'ai déployé pour la réforme des lycées professionnels 3 dispositifs. Vous avez un premier dispositif quand vous décrochez pendant le lycée professionnel et donc on va organiser la coopération pour que l'élève puisse être remobilisé, voire même qu'on puisse construire un autre projet avec lui. Et détecter peut-être un peu plus tôt plutôt que... Absolument. Je reviendrai là-dessus, mais on a un vrai enjeu aussi à mieux accompagner l'orientation, qu'elle soit une orientation choisie. Les jeunes savent très souvent absolument pas ce vers quoi ils veulent aller. Et d'ailleurs, on le retrouve sur Parcoursup avec un vrai sujet. On a à peu près 50% des vœux qui sont ciblés sur 5 licences, ce qui crée évidemment un effet entonnoir assez extraordinaire, mais qui est assez le symptôme d'une méconnaissance aussi de la diversité des filières. Et puis on a un deuxième dispositif de lutte contre le décrochage post-diplôme. J'ai obtenu mon bac, mais je n'ai pas de poursuite d'études prévues et je n'ai pas trouvé un emploi. Et donc il faut qu'on accompagne ces jeunes qui sont encore tout jeunes. Ils ont souvent 18 ans et 9 mois en moyenne au bac pro. Donc il s'agit de les accompagner. Et puis on a aussi des jeunes qui poursuivent des études, mais lorsqu'ils poursuivent des études, 50% d'entre eux ne réussissent pas à aller jusqu'au diplôme. Et donc il s'agit pour moi d'identifier tout de suite les premiers signes de décrochage pour qu'on les accompagne et qu'ils aillent jusqu'au diplôme, soit en 2 ans, soit en 3 ans, mais qu'ils aillent jusqu'au diplôme. On a retrouvé Igor Gankarzik, mais par téléphone. On vous écoute pour le problème de la baisse du niveau.
Oui, donc sur la baisse du niveau, ce dont on a besoin également pour permettre aux élèves d'atteindre le meilleur niveau, ce sont des conditions d'enseignement à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater, c'est que le dédoublement, par exemple, de certaines classes à l'école primaire se fait aussi au détriment des effectifs d'un grand nombre de classes en collège, où souvent les effectifs sont aux alentours de 28-30 élèves. Une difficulté également en termes de continuité de la politique éducative, parce qu'on sait que ça demande du temps aux enseignants de s'approprier les formes d'enseignement, et des interrogations également sur les mesures qui ne touchent pas le cœur du système. Exemple, l'aspect devoir fait ou l'heure de remédiation soutien en 6e ne peut à elle seule permettre aux élèves qui sont en difficulté de trouver des conditions d'enseignement pendant les 26 heures de cours auxquelles ils sont astreints, qui leur permettent d'être dans des conditions dans lesquelles les difficultés peuvent être levées. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, d'améliorer les conditions d'enseignement pour tous les élèves et pas seulement pour les élèves les plus en difficulté. Bah après, oui. Effectivement, oui. Je veux dire, aujourd'hui, on focalise essentiellement sur certains élèves en difficulté, mais il y a le groupe entier qui doit être pris. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est voilà, on n'arrive pas forcément à avoir suffisamment d'enseignants pour pouvoir suffisamment suivre les élèves. Et c'est ça le problème. Mais il y a également aussi le problème des AED, des assistants d'éducation, pour pouvoir permettre justement d'avoir l'encadrement nécessaire pour pouvoir justement faire un certain nombre d'activités. Là, on a parlé dans le cadre de Gabriel Attal, il a proposé justement les enseignements à distance lorsque les enseignants sont pas là. Très bien, mais il faut encore pouvoir le préparer en amont, et deux, avoir suffisamment d'assistants d'éducation pour pouvoir faire les surveillances. Et aujourd'hui, c'est souvent le problème. On a souvent aussi les problèmes d'accès aux établissements parce qu'on n'en a pas assez. On revient dans un instant, Madame la Ministre. Pardon, on fait une petite pause, on vous donnera la parole. Juste le temps de faire un petit peu de... Faut payer le salaire de Philippe David, hein, c'est le problème. Ah non, moi je travaille gratuitement. Ah, bah c'est une bonne nouvelle. Je le prends pour moi. Allez, à tout de suite. Les vrais responsables, ce soir, on parle de la rentrée des classes et bien entendu des grands aménagements prévus par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, et sa ministre, finalement, déléguée, chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, est avec nous. Carole Grandjean, merci en tout cas d'être avec nous. Laurent Zamekowski est avec nous, vice-président et porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Et Igor Garnkarzik. Voilà, merci beaucoup, secrétaire général du syndicat national unitaire des personnels de direction fédération syndicale unitaire et principal de collège à Caen. On revenait justement sur ces devoirs faits, sur tout ce qu'il va falloir mettre en place effectivement pour que les élèves se sentent finalement pris en charge. Et vous aviez une réaction là-dessus, Madame la Ministre. Mais j'insiste sur le fait que déjà effectivement des moyens supplémentaires. Le taux d'encadrement des jeunes a augmenté ces dernières années, tout simplement parce qu'on a une démographie en baisse et qu'on maintient les effectifs enseignants de manière à accompagner les transformations qu'on évoquait. Par exemple, les CP sont en effectif maximal pour tous les CP de 24 élèves, mais aussi on met des moyens considérables sur les devoirs faits, sur vacances apprenantes, etc. Il s'agit aussi de mobiliser les enseignants au service de ces élèves pour qu'ils soient en situation de réussir, et puis de leur donner toutes les chances. Avec, par exemple, sur cette rentrée-ci, une nouvelle approche qui est notamment autour de la découverte des métiers, cette orientation éclairée qu'on va pouvoir permettre à ces jeunes, que ce soit au moment de la 3e vers une orientation voie pro, ou que ce soit au moment de la terminale, parce que ça se prépare, ça veut dire que tous ces gens vont être formés, et ces gens qui sont au carrefour justement de l'école et de l'entreprise, ils vont être formés à des nouveaux métiers. Ça veut dire aussi que l'école va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir pour les élèves dès la 5e, 4e, 3e, pour qu'il y ait des découvertes des familles de métiers, des métiers qui les composent, avec des intervenants qui vont venir présenter leur métier, des visites d'entreprise, des World Skills, ces olympiades des métiers, ces compétitions des métiers qui auront lieu à la mi-septembre à Lyon. L'idée, c'est véritablement de faire découvrir la diversité des métiers pour que ces jeunes puissent se dire, tiens, ça m'intéresse, c'est là que j'aimerais bien faire mon stage de 3e, et que ce soit pas le stage de 3e chez mon voisin, chez ma voisine, parce que j'ai le contact, mais parce que il y a quelque chose qui s'est
ouvert pour moi quand j'ai rencontré telle personne ou quand j'ai visité telle entreprise ou quand je suis allée dans tel forum et qui me permet de me dire tiens, j'ai eu des contacts, j'ai donc un réseau qui se construit autour de l'établissement pour mettre aussi ces jeunes en lien pour des stages et pour des mini-insertions dans divers environnements. Avant de prendre notre auditiste au standard, est-ce que finalement il y aura une unité dans ce pays, parce qu'on sait toujours que effectivement l'accès aux entreprises c'est plutôt des grosses agglos et des toutes petites communes, c'est toujours difficile. Comment on va pouvoir unifier, universaliser justement ces méthodes? C'est une excellente question. On est vraiment en train de travailler là-dessus pour que, par exemple, les dispositifs de mentorat aillent aussi bien à Givet qu'à Bordeaux, et que ce soit vraiment un accès. Et c'est ça aussi l'école de la République, c'est l'égal accès aux dispositifs. Donc bien sûr, nous allons mobiliser le monde économique, les mentors et tous ces acteurs pour que on aille dans chaque collège, dans chaque lycée, pour que ces jeunes aient accès à ces informations et puissent découvrir leur voie, et qu'elles soient au fond à côté de leur lycée ou loin, et leur permettre d'y aller s'ils le souhaitent. On part au 0826 300 300. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Vous êtes enseignante et vous voulez réagir. Oui, alors en fait je suis enseignante depuis 24 ans. Donc j'ai commencé à 24 ans, donc c'était une passion dès le départ. Donc je suis professeure des écoles en primaire, en CE1. Je suis aussi tutrice, donc je participe à la formation des jeunes enseignants qui viennent d'avoir le diplôme. Et puis blogueuse, et je reviendrai juste dessus dans quelques minutes. Donc moi je voulais revenir juste sur le fait que le niveau baissait premièrement. Et en fait, du coup, vu mon ancienneté, il y a 19 ans, je faisais le même niveau qu'aujourd'hui. J'ai changé plusieurs fois parce que je me lasse. Enfin, au bout de 8 ans, je trouve que c'est bon qu'on se renouvelle aussi. Et donc, en CE1, il y a 24 ans, je faisais la multiplication posée. C'était dans les programmes. Je faisais le pluriel des noms, avec toutes les exceptions. Aujourd'hui, c'est plus dans les programmes. Donc, je suis d'accord que le niveau baisse, mais qui fait baisser le niveau? C'est l'Éducation nationale qui nous change les programmes et qui tire à la baisse, justement. Parce que les enfants étaient capables il y a 20 ans. Aujourd'hui, moi, je vois avec ma classe, ils sont tout à fait capables de poser une multiplication et de la calculer complètement. Ça, je vous coupe, Nathalie. Est-ce que, alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais est-ce que de votre propre initiative, vous pouviez garder justement la possibilité de leur apprendre hors programme des choses où c'était compliqué? Alors maintenant, de temps en temps, selon les années, je le fais, mais je ne l'évalue pas, puisque je n'ai pas le droit de le faire normalement. La deuxième chose, dira rien à personne. La deuxième chose, c'était à propos de la formation. Donc, étant tutrice, je vais une fois par mois, je suis un jeune ou une jeune enseignante qui a eu le diplôme, et je vais une fois par mois dans sa classe. Cette personne vient me voir, vient dans ma classe, mais que 3 fois dans l'année. Et moi, je pense que c'est ça qui manque aussi aux jeunes enseignants, c'est de nous voir faire, de voir nous avec l'ancienneté. En immersion, vous voulez dire? Tout à fait. Et c'est aussi donc pour ça que je suis aussi blogueuse. Donc sur Facebook, j'ai 27 000 personnes qui me suivent, donc essentiellement des enseignants. Et je partage mes pratiques parce que et ils sont super contents. Alors je dis pas du tout que j'ai la science infuse, pas du tout. Ça me rapporte rien non plus. Mais voilà, je leur donne des astuces, c'est génial. Des tuyaux, voilà, des choses comme ça. Et dernier petit point, après j'arrête. Non, vous pouvez rester jusqu'à minuit. On a le temps. Et à propos du métier, voilà, effectivement, la paye est un souci parce que, alors moi, je vais être franche, donc 24 ans, je suis à 2400 €. Donc j'ai 100 € de prime parce que je suis tutrice. Donc heureusement que je suis en couple, etc. Parce que je ne sais pas comment en région parisienne je paierai mon loyer et le reste. Et là, les retraites de plus en plus tard. Alors voilà, j'ai 48 ans, je suis super motivée, j'ai encore la forme. Mais est-ce qu'à 64 ans, j'ai 30 CE1, donc 30 enfants de 7 ans, je sais pas ce que ça donnera dans quelques années pour moi, sincèrement quoi. Alors, restez avec nous. Nathalie, restez avec nous. On va faire réagir notamment Igor Gankarzik. Vous entendez, vous êtes principal de collège, vous entendez une instite, professeur des écoles, pardon, là j'ai dit un gros mot, qui est encore motivé au bout de 24 ans, mais qui dit on n'a pas assez les jeunes enseignants avec nous en tutorat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la formation des enseignants est quelque chose vraiment d'essentiel. Nous sommes pour un pré-recrutement d'enseignants qui permettent à des jeunes de très tôt s'engager dans une formation qui petit à petit les amène vers le métier en équilibrant des formations disciplinaires, des formations pédagogiques, théoriques et une approche du métier qui se renforce tout au long de ces années. Donc c'est effectivement une voie d'entrée.
un point qui est essentiel dans ce que disait la collègue, Nathalie. c'est qu'effectivement, dans les classes, certains élèves ont besoin de temps pour apprendre certains savoirs que d'autres peuvent acquérir beaucoup plus rapidement. Et si je prends le second degré, ça ne peut se faire qu'avec des groupes allégés sur certains moments et non pas des classes surchargées à 30 élèves qui ne permettent pas à chaque élève d'aller jusqu'au maximum de ses possibilités. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut évoluer et permettre à chaque élève d'aller au maximum de ses possibilités. Laurent Garnkarzik, oui. Pour répondre à Nathalie, vous avez une question, Cécile, je vous en prie. Non, je voulais faire réagir, si vous permettez, Madame la Ministre. Quand on voit les initiatives, par exemple, comme celle de Nathalie, de monter des blogs, de faire en plus de ce qu'elle fait dans son travail, ça, c'est des initiatives qu'il faut saluer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut s'en servir de ces initiatives-là. Absolument. Merci, Nathalie, pour votre témoignage et pour votre engagement. Il est absolument essentiel. Au fond, au travers de votre témoignage, j'entends plusieurs choses. C'est bien sûr la valorisation du métier d'enseignant et au-delà quelque part de la rémunération, même si elle est importante, peut-être de valoriser aussi l'engagement qui est le vôtre autour de missions pour valoriser ce métier d'enseignant, pour transmettre vos connaissances. Ça fait partie des réflexions portées par le ministre de l'Éducation nationale sur le comment est-ce qu'on intègre les enseignants, à quel niveau et comment est-ce qu'on les forme mieux. Et c'est pas un gouvernement qui a porté la voie de l'alternance aussi fort qui vous détrompera sur le fait que nous considérons qu'effectivement cette transmission, et notamment en situation de travail, elle est absolument extraordinairement riche d'enseignement. Et donc absolument, je crois que ça fait partie des réflexions qui peuvent être posées. Et puis ce que vous faites en animant et en tutorant quelque part des pairs, c'est véritablement pour nous une mission qu'on souhaite pouvoir valoriser, reconnaître. Prenez le temps de regarder dans le pacte quelles sont les missions que dont vous pourriez vous saisir. Elles ne sont pas que du temps de face à face pédagogique, elles sont nombreuses et elles sont notamment celles, par exemple, de s'engager pour transmettre ses connaissances et son expérience. Laurent Garnkarzik. Alors nous, les parents d'élèves, il y a quand même une chose effectivement où on s'inquiète, c'est la baisse du niveau. Et c'est pas nouveau, hein. Ça fait des décennies que ça baisse. Et donc là, c'est inquiétant. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les politiques publiques, depuis ces décennies, ont plutôt choisi d'aligner par le bas, par facilité, et justement peut-être d'avoir des programmes au fur et à mesure, de manière à pouvoir faciliter les choses. Et le deuxième point, effectivement, c'est les effectifs. Les effectifs en classe. Je veux dire, si on veut pouvoir s'occuper des élèves le mieux, bien évidemment, il faut quand même une certaine taille pour que le groupe puisse fonctionner. Mais quand on arrive à des classes, notamment au lycée, où on arrive à 36 élèves, 37 élèves, c'est beaucoup trop. Et là, aujourd'hui, on a besoin, justement, il y a eu des efforts qui ont été faits pour la grande section de maternelle, la CP et le CE1 limité à 24. Malheureusement, il reste aussi les autres niveaux, le CE2, CM1 et CM2 en primaire, qui ont besoin de ça et qui aussi, aujourd'hui, pâtissent avec les systèmes de double niveau de cette limitation de l'autre côté. Donc on voudrait garder la limitation et avoir aussi pour les autres. Carole Grandjean. Très rapidement, au fond, ce qui a été fait sur l'obligation de scolarisation des 3 ans, c'est aussi de permettre aux 10% d'élèves qui jusque-là n'allaient pas à l'école de lisser des inégalités finalement d'apprentissage et qui se trouvent très tôt avec le langage dès les premières années de vie, qui donc freinent moins les apprentissages sur les classes de grande section CP, CE1 et qui permettent au fond, si on a un groupe classe plus homogène, de ne pas être en difficulté par avoir une classe plus importante. C'est ça qui est très important pour les enseignants et vous le diront, et Nathalie peut-être me le confirmera. L'homogénéité finalement d'un groupe permet souvent d'aller beaucoup plus loin. Et ce qui est intéressant là, c'est de voir si avec les évaluations qu'on va engager et notamment qu'on va renforcer, je pense aux évaluations de CP et de CM1, on va voir que le niveau s'élève grâce aux mesures qu'on a pu mettre en œuvre et que du coup les programmes vont pouvoir aussi accompagner une élévation du niveau qui est, je le rappelle, une des 3 priorités de Gabriel Attal pour cette rentrée. Nathalie, en 10 secondes, pour l'homogénéité, c'est un plus pour un groupe en 10 secondes. Oh, j'ai pas assez de temps parce que il y a du pour et il y a du contre en fait. Dans ce cas-là, après la pub. Ouais, vous restez avec nous. Vous restez avec nous après la pub. Et je voulais juste vous dire que si le niveau scolaire baisse, c'est depuis qu'on est rentré à l'école avec Philippe David. Donc. Vous parlez pour vous. Là. Allez, à tout de suite. On revient dans un instant. On fait une petite pause. C'est les vraies voix qui font en tout cas bouger la France et en tout cas on l'espère. Vous êtes bienvenus. Vous êtes sur Sud Radio. Ne bougez pas. On reviendra tout de suite.
bienvenue dans les vrais voix responsables. Vous aviez justement cette responsabilité, Philippe David, de reprendre l'antenne. On reprend. Et il y a une espèce d'homogénéité entre nous, ça tombe bien puisqu'on en parlait il y a quelques instants justement, avec nos invités. Alors si vous venez nous rejoindre, j'ai l'impression d'être la speakerine aujourd'hui, mais c'est très sympa. La ministre Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Laurent Zamekowski qui est vice-président et porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, je pense qu'on vous a jamais nommé aussi souvent, et Igor Garzik, secrétaire général du syndicat national unitaire des personnels de direction et fédération syndicale unitaire et principale de ce collège à Caen. Alors Nathalie, vous voulez réagir sur l'homogénéité d'une classe et que c'est très important pour vous. On vous écoute. Oui, alors je suis un peu partagée en fait. Donc je vais commencer par le négatif, parce qu'il faut toujours finir par du positif, même à l'école. C'est bien, cette pédagogie. Elle est bien cette petite. On la garder. Donc il y a plusieurs choses. Moi je trouve déjà que ça va stigmatiser les enfants quand on fait des classes homogènes. Alors il y a déjà une certaine pression pour les parents avec l'école. Donc si on leur dit, voilà, votre enfant il va être dans telle classe où il y a plus d'enfants en difficulté, il y en a certains, voilà, ça va les stresser. Après je trouve que, donc moi j'ai des classes hétérogènes, je trouve que ça permet de tirer certains enfants vers le haut, de les challenger, voilà. Et puis, moi, ils sont jeunes, donc il y a aussi une question de maturité. Et un enfant de fin d'année, voilà, ça m'embête. Il va souvent, alors pas toujours, mais souvent avoir plus de difficultés, plus jeune qu'un enfant de janvier. Un enfant du 3 janvier et du 28 décembre, ils ont un an d'écart en fait. Non, et puis même, il y a des gens qui sont naturellement plus matures que d'autres, peu importe l'âge. Donc, des fois, ça évolue. Enfin, dans les petites classes, ça peut évoluer. Là, regardez-vous et moi. Des petites classes. Pardon, Nathalie. J'allais le dire en plus. Après, moi, j'avoue que cette année, donc j'ai 30 CE1. J'ai 2 enfants qui ne pourront pas suivre le programme de CE1 en mathématiques. C'est-à-dire que je leur ai commandé un fichier de CP, etc. Donc c'est vrai que pour moi, classe quand vous dites homogène, qu'on comprenne bien, pardon Nathalie, qu'ils ne pourront pas suivre, c'est-à-dire que c'est un problème de capacité, c'est quoi? Oui. Alors ils savent lire, donc mes collègues de CP les font passer, parce que la lecture est acquise. Mais voilà, moi, je dois trouver du temps pour eux tous les jours pour faire leur programme de maths qu'ils n'ont pas réussi à faire l'année dernière. Voyez. Donc c'est clair que pour l'enseignant, c'est une classe homogène, j'ai envie de dire, c'est plus relax quelque part. Et puis pour les enfants qui marchent bien, ça permet également de pousser plus. Donc voilà, mes petits voilà. C'est vrai que Carole Grandjean, quand on entend ça, de se dire que ces 2 petits avec les maths, faut trouver des solutions. Généralement, ils sont laissés jusqu'à présent, ils étaient un peu laissés livrés à eux-mêmes avec leurs parents et laissés pour compte. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est surtout qu'effectivement, le fait d'être scolarisé dès les premières années permet de prendre un rythme identique, et c'est en ça que finalement le groupe est homogène. Il est dans un comportement d'élèves de manière facilitée parce qu'il est scolarisé depuis le même nombre d'années. Bien sûr, de toute façon, qu'il n'y a pas un groupe homogène complètement dans une classe. Et c'est heureux, nous ne sommes pas tous les mêmes. Et d'ailleurs, on se stimule les uns les autres. Certains sont meilleurs en lecture, d'autres en calcul. Et c'est très bien et c'est très heureux. Nous sommes tous différents. Par contre, effectivement, quand on a des élèves qui, comme ceux de Nathalie, peuvent avoir des difficultés particulières, il y a des dispositifs pour les aider, les accompagner en sous-groupe. Et c'est du temps pour l'enseignant. Et c'est de la méthodologie pédagogique. Ça fait partie aussi de ce qu'on veut pouvoir porter comme projet pédagogique pour un établissement dans le cadre du CNR, Conseil national de la refondation, de modalités qui peuvent être déployées par exemple dans le cadre du pacte, ce que fait déjà en fait Nathalie. Et Igor Garzik, parmi les élèves de 6e, juste une chose, malheureusement depuis de nombreuses années on voit disparaître le réseau des RASED, des réseaux d'aide des élèves en difficulté, et ça c'est un vrai problème, et c'est un problème sur lequel on interpelle le gouvernement depuis longtemps, et malheureusement on n'arrive pas à justement reconstituer ce réseau et à avoir justement ces enseignants qui vont pouvoir prendre en charge les élèves. Et ça, c'est hyper important. Igor Garzik, parmi les élèves de 6e, vous êtes principal de collège à Caen, plus d'1 sur 5 éprouvent des difficultés en maths et en français. C'est pas moi qui le dis, c'était le ministère qui le disait. Est-ce que quelque part, ça pose pas un problème justement d'homogénéité quand on a des classes où des élèves arrivent en 6e et savent pas lire, pas écrire, pas compter correctement? Je pense que l'hétérogénéité sur l'ensemble de la scolarité obligatoire est véritablement quelque chose de constitutif de l'école de la République. Bien sûr. Pour une raison. La première raison, c'est qu'une des missions essentielles de l'enseignement obligatoire, c'est d'apprendre aux élèves de vivre ensemble, de construire une citoyenneté. Je pourrais aller encore plus loin et dire que dans mon établissement, par exemple, il existe également une SECPA, une section d'enseignement général et professionnel adapté,
il existe une ULIS, une unité locale d'intégration scolaire pour des élèves qui relèvent du handicap, une unité externalisée de l'ITEP pour des élèves qui ont des troubles du comportement, et qu'on est amené à faire vivre tous ces élèves ensemble, parfois dans une même classe. Alors là, je rejoins de nouveau, par contre, les conditions dans lesquelles on peut bien faire vivre cette hétérogénéité. On a besoin de personnel en nombre, on a besoin souvent de petits groupes, on a besoin de conseillement, et on a besoin d'un élément essentiel qui a été évoqué, c'est le temps. Le temps de la concertation, le temps du partenariat avec les différents personnels, infirmières, assistantes sociales, conseillères d'éducation, psychologues, psychologues scolaires et autres, qui nous permet d'avoir cet ensemble de compétences dans lesquelles cette hétérogénéité peut profiter à chaque élève, quel que soit son niveau. Mais là, il faut vraiment qu'on ait des conditions qui permettent de profiter de cette hétérogénéité. Madame la ministre, un mot, justement, la nouvelle 6e, ça va consister en quoi ? Au fond, sur cette nouvelle 6e, il s'agit de pouvoir remobiliser des élèves sur des difficultés qu'ils peuvent avoir et de ne pas les laisser décrocher sur du niveau scolaire sur certains enseignements, de pouvoir permettre à des professeurs soit de primaire, soit de collège de venir aider ces jeunes sur des enseignements qui ne sont pas encore acquis et qui auraient dû l'être pour bien démarrer cette 6e. C'est véritablement extrêmement important parce que on voit vraiment encore une fois que le décrochage se joue là sur ces années 6e, 5e. Ouais. Bien souvent, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on se dit oui, on voyait déjà en 5e que l'élève était décroché et le parcours en fait du coup devient très difficile pour ces jeunes, évidemment pour leur famille. Donc il s'agit vraiment d'éviter cette rupture au moment de la 6e. Vous parliez des familles. Quel rôle doit prendre la famille justement? Est-ce que les parents doivent ne pas hésiter à aller voir effectivement les professeurs en me disant ben voilà, je m'en sors pas à la maison, c'est-à-dire que on parlait hors antenne de faire les devoirs à ses enfants, même si on est des adultes, bah forcément il y a des choses qui nous dépassent, et c'est oser aussi aux parents de dire je n'y arrive pas. Vous qui êtes le lien avec les enseignants, avec l'équipe pédagogique, elle est fondamentale. Ah oui. Le professeur principal au collège et au lycée, et bien sûr en primaire avec l'enseignant. Absolument. Avec le directeur d'école également. Et donc c'est suivi, mais je dirais qu'il y a par exemple un truc tout bête. Votre enfant est malade ou il est absent donc, et lorsqu'il revient, il faut reprendre sur un camarade. Vous vous rendez bien compte qu'un élève va pas forcément prendre ses notes de manière parfaite. Ça reste un élève. Bien sûr. Et donc vous faites quoi? Vous recopiez ses propres erreurs. Et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ça ne choque jamais personne. Mais néanmoins, dans le process de décrochage, etc., ça pose problème. Et si aujourd'hui, par exemple, on pouvait avoir les cours sur les environnements numériques de travail, donc les cours en ligne, qu'on puisse y accéder, et ça serait beaucoup plus simple. Un, pour que nos enfants puissent récupérer, et deux, pour pouvoir les faire travailler. Dernière question avec vous, Nathalie. Si c'était à refaire, j'imagine que vous le referiez. Pour pour tous ceux qui nous écoutent là ce soir et qui se disent qu'est-ce que je vais faire comme métier et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Eh ben, je signe et je resigne. Ah, formidable. Ça, au moins, c'est simple. En tout cas, merci Nathalie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Carole Grandjean était avec nous ce soir. Merci de nous avoir accordé une heure de votre temps. C'est vraiment génial. Ministre délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci beaucoup. Laurent Zamekowski, vice-président et porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Merci Igor Garnkarzik, secrétaire général du SNPDEN UNSA, syndicat national unitaire des personnels de direction, fédération syndicale unitaire et principale de collège à Caen. Et on souhaite beaucoup de courage à ces jeunes écoliers, ces jeunes élèves qui vont rentrer à les classes, à l'école, et leurs parents. Merci beaucoup à notre équipe formidable. À tous. Benoît, merci Aurore, merci Aude et merci Ottilie pour votre travail formidable et merci de nous supporter toute la journée. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On vous souhaite une rentrée aux enseignants et bonne rentrée aux enseignants effectivement, et bonne soirée à tous. Et dans un instant, la rediffusion de Jean-Jacques Bourdin, Parlons vrai chez Bourdin, et nous demain 17h. On se retrouve demain, on vous souhaite une très belle soirée. Salut.